Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition de Caritas, un an après le séisme du 12 janvier 2010. Nous allons donc direction Haïti, un an après ce séisme qui a fait, vous le savez, plus de 200 000 morts et plus d'1 million de sinistrés sans abri. Alors quelle est la situation sur place aujourd'hui? Quel est le bilan de l'action humanitaire alors que certaines voix s'étonnent de plus en plus de la lenteur de la reconstruction du pays et critiquent certains aspects du comportement de l'aide internationale? Nous allons donc faire le point sur la situation dans cette édition de Caritas, en particulier aussi sur ce qu'il reste à faire. L'association partenaire de cette édition de Caritas est le Secours catholique, une des principales ONG françaises chrétiennes présentes en Haïti. C'est donc notre partenaire de cette édition et nous avons donc 3 invités présents sur le plateau, 3 invités que je vous présente. Daniel Verger, directeur de l'Action internationale du Secours catholique, bonjour. Bonjour. Thibaut Dautuil, directeur de la communication du Secours catholique, bonjour. Et François Grunewald de l'Institut URD pour Urgence, Réhabilitation, Développement, un institut spécialisé dans l'évaluation des missions humanitaires. Vous avez réalisé notamment plusieurs rapports sur l'action humanitaire en Haïti. Vous nous en parlerez bien évidemment au cours de cette édition. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes donc un an après le séisme qui a eu lieu le 12 janvier 2010. Et depuis un an, les Haïtiens ont dû continuer à vivre avec une force impressionnante. Vous allez le voir notamment avec cet exemple dans ce reportage au sein de l'école et de l'orphelinat des Sœurs Salésiennes de Port-au-Prince. On regarde. 12 janvier 2010, la terre tremble et le temps s'arrête à Haïti. Dans la capitale, Port-au-Prince, l'école et l'orphelinat des Sœurs Salésiennes ne sont pas épargnés. Pourtant, malgré les dégâts, aucun enfant n'est blessé et très vite, la vie reprend ses droits. Grâce aux efforts des sœurs et au soutien de Caritas, les 1500 élèves regagnent très vite les bancs de l'école et une solution est trouvée pour les 87 pensionnaires. Des mois de reconstruction difficiles qui ont laissé des traces. Mais le jour du séisme, on a vu que tous étaient dans vraiment le même terreur. Et puis, ils dormaient tous sur la même tente, sur les mêmes tentes. Vraiment, il y a beaucoup de changements. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici dans les campus à la Saline. J'étais ici le mois de mars, où il y avait seulement des tentes, parce que ce bâtiment, on ne pourrait pas l'utiliser, l'autre bâtiment aussi, on ne pourrait pas l'utiliser. Là derrière, toutes les écoles étaient effondrées, et maintenant on voit tellement de changements. Il y a des structures transitoires, des écoles transitoires. L'éducation est la priorité numéro 1 pour la reconstruction d'Haïti. Ici, près de la moitié de la population a moins de 18 ans. Ils apprennent la confection, et la cuisine, la cosmétologie, l'électricité, mécanisme, enfin plusieurs types de métiers. Et ils sont contents d'avoir à la fin un petit certificat de sœurs salésiennes, comme on a une sorte de réputation dans le pays. Alors ils trouvent quelquefois un petit emploi, ou bien eux-mêmes, ils forgent une petite affaire eux-mêmes pour gagner quelque chose. Un an après le séisme, les Sœurs Salésiennes poursuivent leurs efforts. Leur seul mot d'ordre, avancer et regarder vers l'avenir. Voilà les Sœurs Salésiennes en Haïti. Daniel Verger, quelle réaction face à cette envie de vivre, de continuer de vivre, malgré quand même le sinistre qui a eu lieu il y a un an et qui quand même met Haïti toujours dans une situation d'urgence? Quelle réaction face à cette force de vivre encore qu'il y a en Haïti? Je crois que cet exemple montre bien qu'il faut garder l'espérance, malgré toutes les difficultés que l'on va évoquer, que vous avez évoquées dans votre introduction, qui est le fait qu'on est dans une situation où les dégâts sont énormes, où la société est vraiment profondément traumatisée par ce qui s'est passé, où on a aussi un contexte de très grande fragilité de l'ensemble de l'environnement, de l'État, où la construction d'une action va prendre beaucoup de temps. Et pourtant, déjà, les Haïtiens se sont mis au travail dès les premières minutes en s'organisant, en faisant preuve de solidarité, en sauvant leurs voisins et leurs amis. Et ils continuent dans ce travail au jour le jour, avec peu de moyens, finalement, un peu de moyens concrets sur le terrain, souvent, et avec, je dirais, une espérance qui reste chevillée au cœur. Ce qui n'empêche pas
aussi des sentiments de colère ou des sentiments de frustration assez importants devant les difficultés qui s'amoncellent au niveau plus global. François Grunewald, cette force humaine, on peut dire, cette force, cette envie de prendre le problème à bras le corps et de continuer de vivre, c'est quelque chose qu'on constate en Haïti, c'est quelque chose qui est particulier avec ce peuple haïtien ou... C'est quelque chose qu'on constate et qu'on constatait déjà même avant le séisme, c'est-à-dire cette espèce d'énorme résilience, cette capacité de ancrer dans des racines rurales, des racines de survie dans un contexte qui a été tellement déstructuré progressivement dans les 400 dernières années. Donc ça, on le ressentait avant déjà. Et évidemment, comme Daniel vient de le dire, dans les premières heures, alors que la nuit tombait sur Port-au-Prince après le séisme, les gens essayaient déjà de se débrouiller. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être un des éléments qui, pour moi, est une des grandes ratées de l'aide. C'est-à-dire de ne pas avoir compris que cette capacité de survie, elle était là. Elle était haïtienne, elle était forte, elle était puissante, elle était imaginative. Et une partie, pas toute, mais une partie de l'aide internationale est arrivée. Ne connaissant pas Haïti, ne comprenant pas Haïti, souvent même ne parlant pas français, évidemment ne parlant pas créole, et est arrivé en plaquant ses recettes toutes prêtes et sans du tout s'appuyer sur cette énorme capacité de résilience. Je crois que l'aide humanitaire a trop tendance à regarder les gens comme des gens vulnérables, alors qu'en fait, ces populations touchées par ces désastres, et Haïti est une leçon magnifique là-dessus, sont des gens extrêmement résilients. Thibaut d'Hautuil, vous avez une réaction avec ce reportage qui en effet montre encore une fois cette envie de continuer de vivre malgré les gros problèmes. Effectivement, la population sur place avait besoin d'un soutien moral fort. Je crois que c'est une des choses qui a été mise en place très vite quand on a apporté un soutien notamment à Radio Soleil. Très vite, on a senti que la population avait besoin d'entendre des messages de soutien forts, et notamment de sortir de ces messages aussi qui diabolisaient cette situation, qui disaient c'est un mal qui tombe du ciel, etc. Donc, Radio Soleil, précisez de quelle radio il s'agit. Radio Soleil, il s'agit de la radio chrétienne en Haïti, qui est soutenue donc par l'évêque d'Haïti et animée par le père Desinor, qui, depuis des années et des années, et même au temps des troubles politiques avant la situation actuelle, était la voix d'espérance, la voix de soleil, un petit peu pour la population. Ça veut dire que dans une situation comme celle d'Haïti au lendemain du séisme, la communication est importante aussi pour garder, j'allais dire, le moral et l'espérance. Ah oui, c'est très important. Une semaine après le séisme, tout de suite déjà, les ondes étaient à nouveau ouvertes. Et la radio, qui avait perdu tous ses bâtiments, tous ses studios, etc., s'est remontée dans un camion avec des câbles qui sortaient partout, des conditions d'enregistrement effroyables. Mais voilà, ils ont tenu bon et ils ont continué à apporter ce message d'espérance, ce message de... C'est à la fois des consignes, ils ont besoin de consignes d'hygiène, ils ont besoin de choses pratiques, comme des petits éléments pour réapprendre à vivre dans ces conditions un peu difficiles, mais aussi de ce message d'espoir, de dire que voilà, ce n'est pas un mal affreux qui leur est tombé dessus, c'est quelque chose qu'on peut surmonter ensemble. Et voilà. François Grunewald, ces forces haïtiennes, dont vous dites qu'elles ont été un peu négligées au moment, en tout cas du début de l'action humanitaire, aujourd'hui, est-ce qu'on en a pris conscience? Est-ce que l'ensemble de l'aide internationale et des différentes ONG qui sont présentes sur le terrain en ont pris conscience et s'appuient sur ces forces-là? Ça commence. Ça a commencé un petit peu dans l'été. Nous, on a fait un premier gros rapport à la demande des Nations Unies en avril-mai, et qui, quelque part, a souligné cette déconnexion très grave entre le secteur de l'aide, globalement, et notamment tous ceux qui n'avaient pas, comme les gens du Secours catholique, déjà des réseaux sur place, parce que je crois que les réseaux existants avant le séisme, avant les catastrophes, sont des choses très importantes. Mais une partie de l'aide est arrivée, une espèce de rouleau compresseur qui s'est installé dans la base de la MINUSTA, la base de la mission des Nations Unies. Beaucoup de gens n'ayant pas de moyens de transport, connaissant pas la ville, des gens étant sur Port-au-Prince sans carte, des réunions de coordination se passant en anglais, enfin, complètement rejetant les Haïtiens. Et donc nous, on a fortement dénoncé ça dans ce premier rapport, et ça a été un peu un électrochoc, et pas mal d'acteurs, d'un seul coup, ont compris qu'il fallait que les réunions de coordination, elles se passent
chez les Haïtiens, dans les structures haïtiennes, qu'il fallait beaucoup plus consulter les comités de quartier, les structures de la société civile. Et maintenant, la dynamique, elle a fait des gros progrès. Il y a encore du boulot à faire, y compris parce que ces mois, entre guillemets, ratés, ont laissé des cicatrices. C'est-à-dire que les Haïtiens disent « mais comment ça se fait que vous soyez tous venus là, tous ces gens qui sont venus de l'extérieur, et que vous ne soyez pas venus nous parler ?» Et donc ça, maintenant, il y a du boulot à faire de communication. Comme disait Thibault, c'est un enjeu très fondamental. Alors, il y a du boulot. Vous disiez qu'il y avait du progrès. Cela étant, en effet, on est 1 an après la situation et d'une certaine manière, en tout cas vu de France, vu de certains pays, on a l'impression que le travail de reconstruction est à peine entamé, qu'on est toujours dans une situation d'urgence, d'autant que d'autres difficultés se sont ajoutées au fur et à mesure de l'année 2010 à celles des difficultés issues directement du tremblement de terre. Il y a eu ce fameux choléra, avec cette épidémie de choléra qui a fait jusqu'à aujourd'hui à peu près plus de 3000, en tout cas 3000 morts. Différentes ONG sont donc intervenues après le séisme sur cette question du choléra, dont notamment le réseau Caritas. Je vous propose de découvrir le travail de Caritas sur spécifiquement le choléra dans un extrait d'un documentaire que Caritas a réalisé et produit elle-même. On regarde. L'eau est à la base de cette épidémie de choléra. C'est parce que tout simplement, la majorité des gens consomment l'eau de la rivière. Donc on voit là, il y a des gens qui font de la lessive au niveau de la rivière et les gens consomment cette eau-là. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Ils sont obligés de consommer l'eau. Trois sœurs, maman avait nièce. 3 sœurs, sa maman et Oui, 3 sœurs, maman avait nièce. sa nièce. 3 sœurs, sa maman et sa nièce, elle a perdu. Pendant qu'elle était là, ils sont morts dans la maison. Vous avez un problème hygiénique énorme à travers le pays. Je crois que la santé publique ne peut pas à elle-même seule de répondre à ces genres de besoins. Immédiatement après, on a reçu encore d'autres choses de CRS et du réseau Caritas internationaliste de Caritas Haïti. Et on a pu distribuer des médicaments, des désinfectants, du Clorox, tout ça, pour pouvoir désinfecter. Il y a 20 jours que nous sommes ici, sans arrêt. Au commencement, il y avait très peu de malades, mais au fur et à mesure, ils sont venus beaucoup et on apporte des médicaments, des sérums et enfin l'Église catholique. Et c'est grâce à ça qu'on a sauvé beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Faut pas vomir. On a distribué de l'eau potable, on a distribué des lits appropriés pour les malades qui étaient à même le sol. Ce qui peut être fait, c'est trouver une solution à long terme, c'est-à-dire que aider les gens à trouver de l'eau potable, c'est-à-dire que la forage des puits ou du moins ce traitement d'eau, avec nos agents de santé à travers nos dispensaires et hôpitaux, demander aux gens de ne plus consommer l'eau ou de prendre des précautions. Dans ce spectacle présenté par les membres du camp, le choléra fait figure du vilain devant être combattu à coups de savon et lavage de mains. Cette pièce est organisée par l'équipe de promotion d'hygiène du camp. Mais avec l'épidémie de choléra qui est arrivée, ils saisissent vraiment pourquoi il est très important de se laver les mains. Daniel Verger, vous êtes directeur de l'action internationale du Secours catholique, qui est en fait la branche française de l'ensemble du réseau Caritas, Caritas France. Quelle est votre réaction à la suite de cette épidémie de choléra qui continue de faire des victimes? On est étonné de voir qu'on est toujours dans une situation d'urgence et c'est une épidémie, ce n'est pas quelque chose qui vient directement du séisme. Quelle explication on a déjà sur cette épidémie de choléra aujourd'hui et quelle a été la réaction du Secours catholique et l'ensemble du réseau Caritas devant cette épidémie? Oui, alors une des difficultés en Haïti, c'est qu'on fait face souvent à des urgences qui se succèdent. Et c'est vrai que cette année 2010 a été malheureusement très très forte dans ce domaine-là. Donc la réaction à cette épidémie de choléra que Haïti ne connaissait pas, et d'ailleurs il est probable que ce soit une source importée peut-être liée
aux Nations Unies qui soit à l'origine de cette épidémie. Ça, on n'en est pas encore sûr, c'est pas encore avéré. Enfin, ça semble être indiqué par un certain nombre d'études, mais je reste prudent parce que voilà, c'est toujours compliqué d'avoir des certitudes dans ce domaine. Ce qui est certain, c'est que le choléra ne faisait pas partie des maladies que l'on avait à traiter, à faire face en Haïti. Donc on a dû s'adapter très vite, avec la chance qu'a le réseau Caritas, pour aussi rebondir sur ce que disait François tout à l'heure, c'est que nous intervenons assez peu avec nos propres expatriés. Ce sont fondamentalement des actions en appui du réseau Caritas Haïti, qui est une ONG présente partout sur le territoire, liée au réseau de l'Église catholique, et plus largement avec l'ensemble du secteur social de l'Église. On voit tout le travail des sœurs dans les 2 reportages, qui sont présentes depuis des années, des dizaines d'années souvent, qui sont dans le domaine de la santé et de l'éducation, et qui sont donc les premières à agir avec leurs moyens et avec l'appui du réseau. Donc, ce qu'il nous a fallu faire, c'est d'une part mettre en place des centres de traitement très délocalisés, en faisant de la prévention, en aidant à améliorer l'hygiène, mais aussi en faisant de la réhydratation de façon à ce que les gens puissent ne pas se déshydrater. C'est ça le premier danger avec le choléra. Et puis évidemment en faisant aussi, en permettant de référencer vers les dispensaires plus forts ou vers les hôpitaux, de façon à ce que les gens puissent être soignés. Avec donc toute la crainte issue de cette nouvelle maladie et de ce nouveau malheur qui tombait sur les Haïtiens. François Grunewald, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent à la suite d'une catastrophe humanitaire, que les questions sanitaires deviennent justement complexes et que à la première situation d'urgence, comme disait Daniel Verger, une deuxième situation d'urgence s'ajoute? Alors ça arrive souvent. Alors en même temps, on sait que la grande épidémie post-catastrophe, c'est un mythe. Y compris pour la première fois, là, dès janvier, l'OMS a clairement indiqué que théoriquement, si on faisait bien attention aux questions d'hygiène, il ne devait pas y avoir de grande épidémie. Oui. La dernière qu'on a eue, c'était Goma, en 1994, dans les camps de réfugiés rwandais passés au Zaïre de l'époque. Et là, il y avait des raisons très particulières. Le choléra était endémique, on était sur une zone basaltique avec très peu d'eau, une zone volcanique avec très peu d'eau. Et donc là, le choléra s'est répandu. Et s'est répandu très vite, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, ce n'était pas 3000, c'était 10 fois plus de morts qu'on avait. Donc la crise de Goma était beaucoup plus sérieuse, y compris il n'y avait pas que le choléra, il y avait d'autres éléments. Mais normalement, après une épidémie, si on fait suffisamment attention, il n'y a pas de... Après une catastrophe, si on fait suffisamment attention, il n'y a pas de grande épidémie. Et là, c'est clair qu'il n'y avait pas de dérapage épidémique avant le choléra. C'était sous contrôle. Les ONG, mais aussi beaucoup les pratiques des Haïtiens qui, surtout en zone urbaine, avaient des pratiques de consommation d'eau très particulières. C'est-à-dire qu'on comprenne un peu, en quelques mots. En fait, il y a 30 ans, a été installé en Haïti un système qu'on appelle le traitement de l'eau en osmose inversée. C'est un système de purification de l'eau. Et dans Port-au-Prince, mais dans plein de petites villes, il y a maintenant des petites unités qui traitent. Et donc les Haïtiens savent qu'on peut acheter pour 10 gourdes, 5 gourdes, 20 gourdes, des petits sacs en plastique avec de l'eau très propre. Et donc là, une grande consommation des Haïtiens d'eau était basée là-dessus. C'était cher, ça représentait souvent un pourcentage pas négligeable des budgets, mais ils avaient accès à de l'eau très propre. Et donc, c'est d'ailleurs sans doute une des raisons pourquoi ça n'a pas explosé à Port-au-Prince même. Parce que Port-au-Prince, avec les dizaines de milliers de déplacés sous tente qui vivent quand même dans des conditions très précaires, dans lesquelles l'assainissement, la gestion des latrines en milieu urbain, quelque chose de très difficile, s'il n'y avait pas eu ça, à mon avis, l'épidémie aurait été bien plus catastrophique. Le problème, c'est qu'en zone rurale, et notamment donc dans ce bassin versant de l'Artibonite où l'épidémie a éclaté, ces pratiques d'utilisation de l'eau traitée en osmose inverse sont beaucoup moins répandues. C'est vraiment un truc urbain, de petites villes ou de grandes villes. Et donc là, ça a pu commencer la situation a pu commencer à déraper. Et très vite, avec la peur, les gens sont partis ailleurs et se sont mis d'un seul coup à transférer le bacille dans d'autres endroits. C'est comme ça que cette épidémie s'est développée. Daniel Verger, comment on gère? Alors on voit qu'il y a toujours une situation d'urgence et puis d'un autre côté, il faut envisager la reconstruction à moyen et à long terme. Comment on gère les deux en même temps?
Là, effectivement, ça fait partie des difficultés. Maintenant, c'est aussi assez habituel que les différentes phases ne se succèdent pas, elles se chevauchent plutôt. Et en l'occurrence, effectivement, la situation d'urgence, ou plutôt la situation d'extrême précarité créée par la catastrophe du 12 janvier, se poursuit. C'est-à-dire les gens sont encore dans les camps, ou même s'ils se sont déplacés, notamment dans des petits ensembles, ils sont encore sous tente ou sous des abris extrêmement précaires. Et donc, leurs activités économiques sont aussi souvent encore fortement perturbées. Relancer ces activités économiques, les appuyer, améliorer, d'abord fournir des tentes dans un premier temps, mais aussi aujourd'hui les améliorer, permettre la construction d'abris provisoires mais de meilleure qualité. C'est ce que l'on peut dire encore des actions de type urgence. Et en même temps, on est amené à penser autant que faire se peut, avec beaucoup de problèmes, notamment du fait de l'absence en milieu urbain de schéma directeur. On en parlera. Voilà, on en parlera. Mais donc, en particulier en milieu rural, c'est quand même beaucoup plus facile parce que, disons, la gestion communautaire permet de faire face à ces difficultés. On est amené très vite à aider les populations à penser la reconstruction. C'est très important de le faire vite parce que c'est porteur d'espoir. On aide aussi les populations à penser la scolarisation des enfants, parce que le meilleur moyen pour permettre la résilience qu'on évoquait en début d'émission, c'est que les enfants soient scolarisés très vite. Donc même si c'est sous des tentes, même si c'est, comme dans certaines paroisses, dans des églises encore détruites, mais où il y a des parties sûres, eh bien, l'école recommence, l'école redémarre, et on va construire progressivement les bâtiments. Et ça, c'est très important. Voilà. Et tout ce travail de réflexion et de mise en marche de la reconstruction doit commencer dès les premiers mois. Et a effectivement, en milieu rural, commencer dès les premiers mois. Aider les gens en milieu rural aussi, comme on l'a appuyé au niveau du Secours catholique, à réparer leurs maisons, qui ne sont pas toutes entièrement détruites, qui ont souvent beaucoup de fissures, etc. Alors, ça prendra par contre énormément de temps. Alors on va le voir. Alors on va le voir quand même, parce qu'il y a des Haïtiens qui ont commencé à retrouver d'ores et déjà un toit, ce n'était pas forcément celui d'avant, notamment dans le cadre d'abris temporaires, des abris qui peut-être seront remplacés par des vraies maisons plus tard, notamment encore une fois grâce au réseau Caritas, donc le réseau à l'intérieur duquel se trouve le Secours catholique. Je vous propose de découvrir ce travail à travers cet extrait du documentaire de Caritas Internationalis. On regarde. Build houses with a wooden frame that will withstand earthquakes and hurricanes that might happen in the future. Therefore, we've chosen to use treated pine. Termites won't eat it. It will withstand water a lot better. Plus, it's imported, so it doesn't affect the Haitian forestry. Nous construisons des centaines de maisons dans les communes les plus affectées par le séisme, près de l'épicentre. Nous formons des ouvriers locaux à des pratiques de construction plus sûres afin d'éviter de futurs désastres. Dans un pays où la moitié de la population est au chômage, il est très important d'engager le plus grand nombre dans la reconstruction. À partir de cet événement, j'ai appris pas mal de choses, et surtout avec les constructions techniques. C'est différent parce que nous faisons attention avec ça, parce que avant ça, nous voulons frapper par un tremblement de terre comme ça, nous voulons prévoir ça, nous faisons façon pour si toutefois le temps tourner pour. What we have accomplished so far in tangible results is the construction of over 400 of these core houses. Our factory in Port-au-Prince delivers components for our houses that we are putting out here in the field. But if they get trapped in traffic, we can still take those components from that buffer that is right next door. So the flow out to the fields to our beneficiaries is continuous. Avec une méthode participative, avec l'équipe sociale, on essaie de déterminer le goût de chaque communauté, qu'est-ce qu'ils veulent, comment normalement ils veulent que l'action se passe. Disons, on agit avec la communauté, on n'agit pas sans la communauté. Elle a une famille de grande taille, beaucoup d'enfants, et sa maison a été complètement détruite, la raison pour laquelle elle a été sélectionnée pour recevoir un abri transitionnel. Non, tout le monde a perdu net là-dedans. Quand je suis tombé, tout le monde a perdu. Our goal is to build 500 permanent houses
over the next 2 years based on the assessment we have done in this area, because we have realized that most of the people that lost their houses remained on their land, didn't move to camps, they wanted to stay where they were. They didn't want to lose the right of the land. They wanted basically, we want to rebuild in the places where families have lost their homes through the earthquake. And the first study was done by 2 Haitian engineers that went through the entire area, classified all the houses, classified the damages. The second assessment we did was also in the month of May, a very detailed livelihoods assessment of 1 month, also covering the entire area. We found out that most of the people here have been building on their houses for a period of 5 to 10 years. And in a matter of seconds, they have lost what they have built over many, many years. Voilà la construction de maisons et d'abris transitionnels donc, en Haïti. Daniel Verger, combien de temps, si on prend vraiment l'ensemble de la zone qui a été sinistrée, combien de temps ça peut prendre la reconstruction entière des maisons, déjà des maisons domestiques, quoi, pour que là où les gens vivent? On a une idée déjà? Combien de temps ça peut prendre? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Je pense qu'il faut plutôt penser en termes de 10 ans que de 5 ans, surtout en prenant en compte le cas spécifique de Port-au-Prince, qui est extrêmement complexe du fait de la densité de la ville et des enjeux politiques qui sont derrière. Donc oui, ça prend du temps. Cependant, on peut avoir relativement vite des résultats quand même. Hein. D'une part, par le fait qu'il y a, on a évoqué 2 types de maisons. Donc d'une part, les maisons transitionnelles, hein, donc, qui sont provisoires, ou qui en tout cas n'ont pas pour but de reconstruire des maisons définitives comme première étape. Et qui, elles, peuvent être reconstruites en quelques mois, qui sont d'ailleurs déjà, on en a vu quelques exemples, reconstruites aujourd'hui. Caritas est lancé sur un programme de plusieurs milliers de maisons de ce type-là, coordonné par la Caritas néerlandaise, Corded, ou Caritas Autriche, que l'on a vu. On soutient nous aussi un programme avec Caritas Suisse de ce type de maisons. Et puis, il y a aussi la reconstruction de maisons plus définitives, qui sont améliorés par rapport à ce qu'avaient les gens avant, en particulier qui prennent en compte les aspects antisismiques, mais aussi anticycloniques. Pour Haïti, c'est très important. Sachant que la frontière entre les deux n'est pas forcément une frontière étanche entre les 2 types de maisons, je veux dire. Certaines maisons peuvent être aussi modulaires, c'est le modèle qu'a choisi Caritas Suisse, c'est-à-dire on construit rapidement un premier élément, et ensuite ça peut s'étendre à d'autres éléments qui permettent de retrouver une maison plus confortable au fur et à mesure des années. Donc on arrive à la fois à jouer, j'allais dire, le court terme et le long terme. Exactement. Et ça, c'est de la reconstruction durable. On est assuré qu'en ce moment, les maisons qui se reconstruisent en Haïti sont des maisons durables, qui ne vont pas s'écrouler à la prochaine catastrophe, au prochain séisme. C'est tout l'enjeu de la qualité. Hein. Il y a différents types de qualité dans les maisons. Au niveau du réseau Caritas, on essaye de faire le choix d'être plutôt dans la qualité assez forte. Alors, pour toute une série de maisons, en tout cas quand ce sont des maisons définitives, on choisit de les faire en respectant des normes antisismiques et des normes anticycloniques qui prennent un peu plus de temps, mais qui ne sont pas forcément énormément plus chères non plus, hein, notamment quand on a des structures en bois, ce n'est pas forcément extrêmement cher, c'est très efficace en termes d'antisismique et ça revient à un coût assez modéré. On a eu cet exemple aussi sur le tsunami, hein, où on a pu construire ainsi des éléments avec une grande efficacité. Les maisons traditionnelles, elles, n'ont pas toutes pour but de durer des années et des années. Hein, ça a pour but de durer en tout cas à peu près 2 à 3 ans, nous donnant ainsi le temps de construire des maisons définitives sur les mêmes lots, hein, à côté des anciennes maisons transitoires. Mais ça permet par contre d'avoir très rapidement de quoi loger les gens, mieux que sous les tentes ou mieux que sous les abris bricolés par les personnes elles-mêmes, avec parfois aussi du matériel apporté par nous. Je voudrais juste terminer en rappelant l'importance aussi d'accompagner les personnes dans la réparation des maisons. Parce que quand on pense maison, on pense tout de suite reconstruction d'une maison totalement à neuf. Alors que, et on le voit beaucoup dans les villages autour de Port-au-Prince, et aussi dans une commune comme Cap-Rouge par exemple, il est extrêmement intéressant aussi d'appuyer les communautés dans la réparation de leurs maisons, qui sont souvent fort endommagées, mais qui peuvent être reconstruites en les réparant, plutôt qu'en les détruisant et en reconstruisant une maison à côté. Oui, c'est important ça. Thibaut de Tuile, Daniel Verger parlait du tsunami. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, le Secours catholique et d'autres ONG ont tiré des leçons du tsunami dans l'application aujourd'hui de ce qui est fait en Haïti? Alors, il faut
se garder d'un parallélisme total, mais effectivement, il y a des choses qu'explique Daniel qui ont déjà été saluées par des organismes certificateurs, des contrôleurs qui observent notre action, comme par exemple celle de François, qui explique que voilà, notre stratégie d'appui sur des partenaires locaux, par exemple, ou alors notre volonté de transparence vis-à-vis de nos donateurs, ou la rigueur de nos procédures de suivi de contrôle, tout ça, ce sont des aspects qui ont été progressivement déployés à l'occasion de Tsunami. Et 6 ans après, parce que c'était il y a très peu de temps, l'anniversaire des 6 ans, effectivement, on voit que tout ce qu'on a mis en place a vraiment atteint son objectif. Ça vous confirme un peu dans le sens qui est celui de la Caritas aujourd'hui. Exactement. Ça veut dire que vous avez, si je ne me trompe pas, dépensé là les derniers sous pour quelque chose qui s'est déroulé il y a 6 ans. Enfin. Oui. Il faut voir et donc loin. ça, c'est la bonne politique en matière de dépenses, des dons qui vous ont été faits. Ouais, c'est ce qu'explique Daniel. Effectivement, il ne faut pas penser 3, 4, même 5 ans. Tsunami, effectivement, au bout de 5-6 ans, on arrive effectivement au bout de nos dépenses et de nos programmes. À Haïti, ce sera sans doute plus long parce que l'infrastructure n'est pas dans le même état que ce qu'on a pu vivre à l'occasion du tsunami. François Grunewald, est-ce que le retard qu'on constate, enfin, en tout cas cette impression de retard dans la reconstruction d'Haïti, les gens ont donné, il y a une grande mobilisation, on l'a dit, à la fois des gens et puis de l'aide internationale. 1 an après, on a l'impression que voilà, on est toujours au début, au balbutiement de la reconstruction. Est-ce que c'est dû seulement à cette garantie que l'argent qui est fait va bien être utilisé, qui est donné, pardon, va bien être utilisé, ou est-ce qu'il y a 2-3 autres éléments qui ont aussi engendré du retard pour être voilà, à la fois qu'on puisse comprendre l'ensemble de la situation? Alors je crois que le film, qui était très intéressant, peut-être peut donner une mauvaise idée de ce que sont les enjeux de la reconstruction, parce que beaucoup de choses se passent en zone rurale et périurbaine, mais pas dans le cœur de la ville. Et c'est dans le cœur de la ville que se posent les problèmes, car quelque part, la question de l'abri que l'on va faire, c'est une question, je n'ai pas envie de dire secondaire, mais presque secondaire, par rapport au problème de se débarrasser de ces millions de tonnes de débris, de dégâts, de gravats qui sont là. Et c'est ça qui bloque beaucoup. C'est vrai que l'aide internationale a lancé très vite des programmes pour essayer de sortir déjà les gravats des routes, des principaux axes, mais n'a pas réellement pris en compte la nécessité de se débarrasser des gravats qui sont sur les parcelles individuelles. Or, quand on a par exemple un flanc de montagne qui était habité avec des tas de maisons l'une derrière l'autre, comme sur Canapé Vert, etc., le tremblement de terre a fait tout tomber sur les maisons. Mais pour pouvoir reconstruire, il faut pouvoir dégager des petites terrasses, il faut pouvoir dégager ça. Et ça, c'est extrêmement lent. Ça se fait tout à la main, à la brouette. Les ONG qui sont impliquées dans ces programmes, souvent ne peuvent dégager que ce qui est dans les rues. Donc on ne peut pas aller dans les parcelles. L'aide internationale a fait un choix comme ça, ce qui était à mon avis un mauvais choix, qui était de dire on ne peut travailler que sur les espaces publics, parce que sinon on va intervenir sur les espaces privés. Et les espaces privés constructifs à Port-au-Prince, c'est des questions foncières très compliquées. Les gens, ils ont construit des maisons sur des terrains qui ne leur appartenaient pas, dont le propriétaire, qui en fait n'est pas vraiment le propriétaire, mais à l'usufruit de la parcelle, habite à Miami. Et puis dans cette maison, il y avait 2 étages avec des gens qui louaient, donc c'est des choses très compliquées. Et l'aide internationale n'a pas réussi à comprendre ça. Les autorités haïtiennes n'ont pas donné de directives autour de ces questions-là. Si bien que face à un truc très compliqué, dégager une maison, ça veut dire éventuellement trouver des corps encore dedans. Moi, j'étais en novembre, on trouvait encore des corps dans les ruines. Et donc une situation très complexe. Peut-être trop complexe pour les acteurs, certains acteurs de certaines ONG qui étaient sur place. La complexité, ça ne peut pas être une excuse, parce que la complexité, ça s'analyse, ça se comprend, ça se décrypte. C'est la réalité. C'est la réalité. Le grand problème, c'est quand nous, l'aide internationale, c'est vrai qu'elle fonctionne beaucoup avec des standards, avec des mécanismes pré-packagés sur palette qu'il faut tout dérouler automatiquement, et dans des contextes très complexes, ça ne marche pas. Et donc, on se trouve, et là, on retombe sur la question de la résilience de nos amis haïtiens. Quelque part, il y a des milliers d'abris transitionnels qui se construisent par les Haïtiens tout seuls, bien plus que par l'aide internationale.
Alors on parlait du rural et notamment Caritas est intervenu, s'est appuyé notamment sur la population qui vit dans cette zone rurale pour à la fois soutenir une solidarité naturelle et puis peut-être la stimuler, une solidarité envers les victimes du tremblement de terre. Je vous propose de découvrir l'action de Caritas dans ce même documentaire réalisé par Caritas Internationalis. Après le séisme, beaucoup de familles ont quitté Port-au-Prince. Pour éviter qu'elles ne retournent dans les bidonvilles surpeuplés, nous avons organisé des projets de développement communautaire avec les paysans. Et ces gens-là sont logés dans les familles paysannes, chez quelqu'un. Et après le séisme, on a constaté qu'il y a des familles qui ont passé de 7 personnes à 12. Le chef de famille-là, pour nourrir ces gens-là, ont utilisé leurs réserves de semences qu'il avait en stock pour la prochaine campagne, pour la prochaine saison. Nous distribuons de la nourriture aux plus vulnérables, les personnes âgées et les enfants. Mais nous savons bien que l'aide alimentaire peut aussi endommager une économie rurale. Nous aidons donc les paysans à améliorer la qualité et la quantité de leur production. Il y a à peu près 40 années, depuis que je suis catholique, finance des programmes de développement pour la Caritas, pour faire comprendre aux paysans que l'environnement leur appartient, il faut le protéger, il faut du temps, il faut beaucoup de sensibilisation. Changer le comportement des gens, ce n'est pas du jour au lendemain. Il ne reste plus que 2% des forêts qui recouvraient autrefois Haïti. Il y a donc peu de protection naturelle contre les inondations et l'érosion des sols qui ravagent le pays. Nous avons donc organisé plusieurs projets pour limiter la dégradation de l'environnement. C'est de là-haut que vient toute l'eau qui descend à Port-au-Prince. Quand il pleut, les gens vraiment, ils savent quoi faire. Hein? L'eau emporte tout, les maisons, les bétails, les plantations, hein? Même les personnes. Hein? Il y a toujours des problèmes dans la zone à cause de cette rivière. Chaque lagon cyclone, c'est toujours le même dégâts qui remettent. Qui pied banan ça créé là et puis demain si l'autre cyclone passe encore et puis même bagarre là pas gagné encore créé. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de déblayer le lit de la rivière, ensuite de diriger un mur en maçonnerie qui permet de limiter les dégâts. Après les dernières pluies, les gens sont vraiment contents. Ils disent que la situation s'est améliorée. C'est environ 30 000 personnes qui sont bénéficiaires de ce projet. Les paysans, ils sont en train de changer de comportement avec les formations que la Caritas donne. S'organisent entre eux pour faire quelque chose de positif afin que chaque famille puisse vivre. François Grunewald, on a vu là des images de projets de long terme, hein, d'actions humanitaires qui sont des véritables investissements et qui ne se voient pas, enfin dans le résultat, ne se voient pas forcément tout de suite. Est-ce que ça, c'est une des questions clés de l'engagement humanitaire aujourd'hui en Haïti et en général ? Moi, je suis agronome, donc je ne peux qu'aimer ces images des zones rurales d'Haïti. Dans les premiers jours après le séisme, beaucoup d'Haïtiens sont partis, ça a été dit, même le gouvernement a organisé des départs. Et en fait, l'aide internationale a largement raté cette opportunité. Quelques acteurs qui connaissaient bien le terrain s'y sont impliqués rapidement, mais de façon globale, cette opportunité de travailler dans les zones rurales et dans les petites villes et de fixer les gens a été largement ratée. Donc je pense que l'effet CNN, ce qu'on appelle l'effet CNN, c'est-à-dire les caméras qui concentrent la vision sur les quelques endroits visibles, a joué de façon très forte. Et ça a mis du temps pour que d'un seul coup, on se rende compte que si on ne prend pas en compte toutes ces questions qui sortent de cet effet CNN pour justement travailler là-dessus, ce n'est pas visible, ça payera plus tard. On n'est pas dans des dynamiques qui sauvent des vies à court terme, mais on est dans des dynamiques qui sauvent des économies rurales et des économies urbaines et des vies tout court sur le long terme. Thibaut de Tuile, je rappelle que vous êtes directeur de la communication du Secours catholique. Qu'est-ce qu'on dit aux donateurs qui donnent très vite parce qu'ils sont sensibles, ils sont mobilisés, ils ont une générosité qui tout de suite s'exprime, mais qui, ça se tombe, n'aura des résultats justement sur ces programmes-là que peut-être dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on dit aux donateurs dans ces cas-là ? Si les donateurs ont répondu aussi massivement et fidèlement à l'appel qu'on leur a lancé, c'est parce qu'ils savaient que nous connaissons Haïti, que nous sommes effectivement implantés et nous aidons depuis 50 ans, on le disait dans le reportage, et des programmes qui sont importants. Donc ils connaissent déjà notre légitimité, on ne débarque pas comme ça sur la situation. Donc on a déjà cette fidélité qui est connue de nos donateurs. Et puis ensuite, effectivement, il faut les tenir au courant. Depuis le 12 janvier dernier,
On a publié pas moins de 70 articles sur notre site internet. On a des personnes de la communication qui sont sur place encore aujourd'hui et qui écrivent encore des articles pour rendre compte de ce qui se passe, de ce qui se vit, de la manière dont on gère la question sur place. Voilà, on a tout un arsenal de communication, y compris les films qu'on a vus, qui font que notre donateur est toujours au courant de la manière dont nous utilisons les dons qu'ils nous ont faits. Oui, c'est très important d'accompagner le donateur dans cette démarche-là et de lui donner 2, 3, 4 ans après, finalement, la justification de votre attente ou peut-être de votre investissement de long terme. Oui, François Grunewald ? Oui, si je peux juste amener pas un élément de contradiction, mais un élément de complément. Je pense qu'à côté de cette communication institutionnelle, il est important qu'il y ait de l'évaluation extérieure qui permettent aussi d'avancer sur les pratiques. Donc nous, on a eu la chance d'évaluer de nombreux programmes en Haïti, y compris une partie des programmes de Caritas, financés par le Secours catholique avec la Fondation de France. Et on a pu voir l'importance aussi que le regard de l'évaluateur extérieur peut avoir pour aider les équipes sur le terrain à, voilà, quand on sort d'une situation sur laquelle il peut y avoir des blocages ou des situations, des options stratégiques importantes et mal utilisées ou sous-utilisées, l'évaluateur extérieur, il peut aider les équipes et les structures, d'une part à faire mieux leur travail, mais aussi à mieux rendre compte, parce que ça dépasse la communication institutionnelle, et c'est vraiment la vision d'évaluateurs extérieurs qui peuvent rendre compte de leur façon. Alors parmi les victimes de ce séisme, il y a parmi les institutions, il y a eu l'Église catholique notamment qui a été touchée. L'archevêque de Port-au-Prince, on le sait, est mort. Des dizaines de religieux, de religieuses sont décédées également au cours de ce séisme. Et donc les conférences épiscopales américaines et européennes ont décidé de certaine manière de manifester une solidarité en organisant un projet qui s'appelle PROCHE, visant vraiment à aider l'Église d'Haïti sur le long terme et tout d'abord à créer une sorte d'unité technique antisismique pour rebâtir, j'allais dire, durablement. Alors c'est ce que nous explique le délégué français donc, de cette unité PROCHE, qui est Monseigneur Marc Stinger, évêque de Troyes et président de Pax Christi France. Je vous propose de l'écouter dans un assez long entretien d'à peu près 5 minutes, recueilli pour KTO par Valérie Lussang. On l'écoute. Je crois que la première ambition qu'on avait en arrivant là-bas, c'était d'aller à la rencontre des personnes, de voir comment on peut aider ces personnes à tenir debout et à penser à un avenir, à avoir de l'espérance d'un avenir. C'est la première idée qui nous est venue, être proche d'eux, de les soutenir, leur dire notre solidarité pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Enfin, c'était surtout ça, parce que c'est quand même un pays qui est d'une pauvreté extrême à tout point de vue. Enfin, Haïti. Hein. Voilà, donc ça c'était le premier projet, c'était cela. Après, on s'est dit, effectivement, il faut comment reconstruire, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je ne pense pas que l'ambition ait été revue à la baisse, au contraire, je trouve qu'elle a été revue à la hausse, si je peux m'exprimer de cette façon-là, puisqu'il a été décidé en définitive, et par l'Église, donc au sein de l'Église, il a été décidé de faire quelque chose de solide et de durable, donc de prendre les critères nécessaires pour que ce soit quelque chose de solide et de durable. Donc c'est plutôt une noble ambition, et de prendre le temps qu'il faut, et de prendre les moyens qu'il faut, quitte à les chercher, quitte à faire des tournées, à prendre son bâton de pèlerin pour les trouver. Il y a un tel enjeu de donner à ce pays, à ces hommes, à ces femmes, une espérance un peu durable, que ça vaut le coup de faire quelque chose d'aussi sérieux, d'aussi solide. Là où l'ambition a été revue à la baisse, mais ce n'est pas la mienne d'ambition, c'est peut-être la leur, en quelque sorte. S'ils se sont imaginés un instant qu'ils allaient refaire les bâtiments comme ils étaient, avec la même splendeur qu'auparavant, mais ils ont bien été obligés de se dire, précisément pour ces raisons naturelles, pour ce qui se passe dans le sous-sol, ils ont été obligés de se dire qu'il faut qu'on construise autrement. Et par exemple, le séminaire, là, le projet est déjà bien avancé, il se présentera de manière tout à fait différente. D'abord ailleurs, hors de Port-au-Prince, au port de Port-au-Prince, et architecturalement, ce ne sera plus du tout le même projet. Mais l'ambition doit être que l'Église puisse continuer à vivre pour le service du peuple.
peuple, quoi. Et c'est ça qui est en jeu, quoi. Donc qu'il y ait des prêtres qui aident ces hommes et ces femmes à vivre, quoi. Un des problèmes que l'Église d'Haïti devra résoudre, c'est le problème de formation de leurs responsables, donc des pastoraux, les prêtres, des laïcs qui peuvent prendre des responsabilités. Comment cette formation va être assurée? Il faut qu'elle soit assurée sur place, de toute manière. Il faut pas mais il faut des formateurs pour cela. Ces formateurs, on peut ou les former chez nous, où on a des équipements pour ça, des universités qualifiés, ou bien aller les former sur place. Donc en envoyant des formateurs de chez nous là-bas pour qu'ils forment les formateurs de là-bas. Enfin, mais ça, ce sera aux évêques de le dire, c'est pas nous qui déciderons, voilà ce qu'on va faire. Il faut que l'Église de France soit très prudente, je dirais même très avisée, dans le sens où il ne faut pas qu'on donne l'impression de revenir comme des anciens colonisateurs. Enfin, nous nous mettons au service de l'Église d'Haïti et avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, non pas en venant leur dire ce qu'ils doivent faire, mais respectueusement et humblement, nous nous mettons à leur service. Enfin, donc voilà. Et ils en ont besoin de ce service. Ils ne peuvent pas faire sans ce service, mais il faut qu'eux le disent. Il ne faut pas que nous disions vous avez besoin de nous, donc nous voici. Il faut qu'eux disent voilà, nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la troisième chose qui me paraît très importante aussi, c'est l'Église de Haïti veut avoir comme partenaire l'Église de France. Alors, il y a des ONG très présentes, il y a le Secours catholique, il y a le CCFD, tout ce monde-là est là, mais chacun séparément n'assure pas la visibilité de l'Église de France. Ce qui soucie les évêques d'Haïti, c'est de savoir que les évêques de France sont avec eux, sont à leur côté. Alors c'est pour ça qu'on a créé à Paris un groupe de travail commun où il y a tous ceux qui interviennent à Haïti, Secours catholique, CCFD, Fidesco, AED et les diocèses. En fait, c'est pas donc. Et je suis allé porte-parole de tout ce monde-là à la conférence de Miami. Et là, les évêques d'Haïti ont bien compris que l'Église de France était à leur côté. Voilà, Monseigneur Stinger de Pax Christi France qui exprimait, Thibaut d'Hautuil, un lien d'amitié entre l'Église de France et l'Église d'Haïti. On peut même parler d'un lien spirituel. D'ailleurs, le Secours catholique va proposer quelque chose à l'occasion de cette date anniversaire, un an après le séisme, pour vivre spirituellement, j'allais dire, cette solidarité. De quoi s'agit-il? Dès aujourd'hui, effectivement, on a lancé une chaîne d'intention de prière virtuelle. Parce qu'effectivement, Monseigneur Stinger le dit, le peuple haïtien aujourd'hui a besoin de soutien de l'Église catholique, il a besoin des catholiques en France. L'argent, on l'a, je veux dire, on a ce qu'il faut, on va le dépenser, on va mettre du temps, etc. Les dons, aujourd'hui, on n'a pas besoin. On aura peut-être besoin dans 5-6 ans, mais aujourd'hui, l'Église, les Haïtiens, ils ont besoin de notre prière. Donc aujourd'hui, si vous allez effectivement sur le site du Secours catholique, vous pouvez taper une intention de prière personnelle qui vous est propre, vous la localisez, voilà, simplement, et ensuite vous la retrouvez sur une carte de France virtuelle, vous retrouvez votre intention, vous retrouvez les intentions de prière d'autres personnes que vous ne connaissez pas, mais qui peut-être habitent votre ville, vous pouvez les voir, les lire de manière complètement anonyme, on ne sait pas qui c'est. Mais vous avez cette grande chaîne de prière virtuelle qui est aussi relayée sur Facebook, qui est aussi disponible sur notre application iPhone. Voilà, vous pouvez le faire depuis n'importe où. Voilà, porter une intention de prière pour les Haïtiens. Vous parliez des dons, très rapidement, un chiffre sur ces dons fait au Secours catholique pour aider Haïti. On a une idée? 14 millions d'euros. D'accord. Et aujourd'hui, combien ont été dépensés de ces 14 millions d'euros? Alors on a engagé presque 4 millions d'euros sur cette première année. Et donc les 10 millions qui restent seront engagés sur les 4 prochaines années. Donc 2011 à 2014. Voilà, et donc on sait qu'il y aura probablement des choses qui resteront à faire encore à fin 2014, mais on refera appel plutôt à ce moment-là sur des engagements spécifiques en fonction de l'évaluation des besoins. D'accord, donc on peut plutôt, alors à ce moment-là, vous renvoyez plutôt vers 2014, c'est l'échéance un peu qui vous permettra de
De savoir où vous en êtes et de solliciter à nouveau. Voilà, pour utiliser donc les dons faits en 2010, donc on va le faire effectivement sur... une partie a été faite, ont été dépensés, engagés en 2010. Le reste sera fait sur les années 2011, 2012, 2013, 2014, sur des programmes de reconstruction essentiellement, ou plutôt globalement de relèvement des populations, avec aussi tout l'aspect éducatif et économique. Et puis, à partir de 2013-2014, on fera sans doute des appels spécifiques pour des projets de développement différents qui compléteront et qui répondront à des besoins que l'on a repérés, qui peuvent être mal pris en compte par l'aide internationale globale. Alors cela étant, hein, pour ceux qui le souhaitent, il est d'ores et déjà quand même possible d'aider Haïti par le biais du Secours catholique. Je donne les coordonnées qui s'affichent également sur votre écran. Le Secours catholique au 106 rue du Bac, 75 341 Paris-Cedex 07. Le téléphone 01 45 49 73 00 et un site internet www.secours-catholique.org. Voilà. Un dernier mot en 20 secondes. Quelle est votre espérance pour Haïti? Thibaut d'Hauteville, 20 secondes. Mon espérance pour Haïti, c'est qu'effectivement on puisse, que les messages d'espérance qu'on porte à travers cette prière, telle qu'on vient de la présenter, voilà, qu'ils la sentent, qu'ils la vivent. François Grunewald. 3 points. Le premier, c'est qu'il y a une diaspora formidable. Il faut qu'elle reste mobilisée et qu'elle soit reconnue. Deuxième point, la culture haïtienne est quelque chose d'absolument extraordinaire. Les Dany Laferrière, leur peinture, leur poésie sont une force extraordinaire. Et le dernier point, la vie politique haïtienne est très compliquée et les leaders qui vont avoir à émerger ont une très forte responsabilité. Daniel Verger, 10 secondes, votre espérance pour Haïti. Ce que je trouve enthousiasmant, c'est d'appuyer un réseau Caritas qui est présent partout, dans les plus petits villages comme dans les quartiers de Port-au-Prince, et qui permet ainsi aux gens de pouvoir retrouver espoir. Et quand on a ce réseau d'espoir, eh bien on est forcément optimiste pour la suite, malgré les difficultés. Merci beaucoup Daniel Verger. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Action internationale du Secours catholique. Merci François Grunewald, directeur de l'Institut ERD spécialisé dans l'évaluation des missions humanitaires. Et merci à vous Thibaut d'Hauteville, directeur de la communication du Secours catholique, d'avoir participé à cette édition de Caritas spéciale Haïti, un an après le séisme. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt dans une prochaine édition de Caritas.